n'ai pas dit je veux ce livre. Et tous sont véritablement motivés pour aller là, pour une raison extrêmement précise, parce que c'est un secteur où on travaille vraiment, on n'est pas seulement employé. On travaille vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en travaillant, on met son intelligence vraiment au service d'une communauté, on bénéficie de l'intelligence de cette communauté, on a des discussions entre pairs, comme on dit. Bref, on n'est pas considéré comme un crétin exploité, comme une force de travail nerveuse purement mise au service d'une machine, sans comprendre ce qui s'y passe. Au contraire, la règle même du logiciel libre, c'est que, alors après ça s'applique plus ou moins bien, mais c'est qu'on doit pouvoir accéder à toute l'histoire d'un logiciel, à toutes ses sources. On doit pouvoir s'adresser absolument à tous les niveaux de ceux qui mettent en œuvre les décisions. On doit pouvoir participer à des forums de discussion, etc., etc. Et la prise de décision, même s'il y a à un moment donné des arbitrages, bien entendu, parce qu'il faut toujours que dans les prises de décision, il y ait à un moment donné des gens qui tranchent, mais elle est nourrie par une individuation collective. J'emploierai un mot ici qui est un mot de Gilbert Simonon, c'est un théoricien très important pour nous, dont nous pensons qu'il est fondamental pour étudier ce processus. Alors, ce que nous croyons, c'est que ce qui se développe dans le logiciel libre, qui s'est aussi développé maintenant dans toutes sortes de domaines, surtout sur le web, mais pas seulement, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un nouveau modèle industriel qui est valide pour d'autres domaines que le monde industriel, mais qui passe par ce modèle industriel quand même. Par exemple, je crois moi que ce qu'on appelle les AMAP, etc., gagneront énormément à développer une culture numérique pour précisément se donner une portée, je dirais une robustesse économique qui leur manque souvent aujourd'hui, mais les AMAP c'est aussi un modèle contributif. C'est un modèle d'intelligence sociale, de discussion entre les producteurs et des gens qui sont plus simplement des consommateurs, mais je dirais des investisseurs dans l'agriculture. Et c'est un très beau modèle relationnel, mais je pense qu'il y a besoin de pouvoir fonctionner dans la guerre économique dans laquelle nous vivons, de passer aussi par ces technologies-là. Maintenant ça se développe, ça je pense que c'est bien connu aussi dans le champ de l'énergie, puisque les grands modèles énergétiques alternatifs passent par une économie de la contribution, où il n'y a pas des consommateurs d'énergie et des producteurs d'énergie, mais au contraire des contributeurs, des gens qui ont une relation responsable à l'énergie et qui en produisent tout autant qu'ils en bénéficient. Et ça, ce sont des modèles industriels tout à fait différents qui ne reposent plus sur les centrales. D'une façon générale, c'est la fin des émetteurs centraux. Par exemple, sur Social Planet, on passe par des serveurs. Et pour faire cette opération, ce qu'on fait là, il y a encore 15 ans, ça s'appelait une sorte de multiplex. Et ça n'était accessible que des gens qui avaient des moyens de 2, 3, 4 millions de francs par mois pour pouvoir servir un système technique extrêmement coûteux et complexe. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire, d'ailleurs Ars Industrialis utilise aussi cette technologie-là, et ça veut dire que le serveur a remplacé l'émetteur. Le serveur a remplacé le central téléphonique, le serveur a remplacé la centrale d'achat de plus en plus avec eBay. Le serveur remplace aussi l'autorité centrale hiérarchique du modèle fordiste. Et donc il y a une mutation qui est en train de se produire, une mutation réticulaire, des réseaux qui fonctionnent tout à fait différemment. Tout ça ouvre des possibilités tout à fait nouvelles qu'il faut maintenant transformer en une véritable économie, non seulement nationale mais internationale. C'est à ça que nous employons nous Ars Industrialis. Alors, par rapport à cela, je voudrais évidemment ajouter quelques mots sur l'économie, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'économie coopérative, ce qu'on appelle l'économie sociale en général depuis longtemps. Ces secteurs auxquels je m'intéresse, qui d'ailleurs ont un rôle économique non négligeable, je pense qu'il faut qu'ils fassent un bond dans leur réflexion économique. D'abord parce qu'en général, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est une économie quand même qui reste marginale. C'est une économie, par exemple, d'aide à la personne, c'est une économie de ce qu'on appelle le tiers secteur, comme ça a été par exemple dit par Jeremy Rifkin, par Michel Rocard, par beaucoup d'autres, et je crois qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus ambitieux que cela. D'autre part, ce n'est pas une économie post-industrielle. On a beaucoup entendu ça, et moi je suis contre ce point de vue-là. On n'est pas du tout une société post-industrielle, ça c'est une histoire qui nous a été racontée par la nouvelle gauche, et ça ne tient pas la route une seconde. Rien n'est plus industriel que Google. Google, c'est un énorme processus industriel, colossal, planétaire, qui consomme une énergie folle d'ailleurs, et
les processus que je décris là sont liés à cette industrie-là. Donc c'est ce que j'appelle moi un âge hyper-industriel, non pas post-industriel. En revanche, ce qu'il faut, c'est repenser complètement ce qu'on appelle l'industrie, et surtout l'organisation industrielle. En particulier la relation entre conception, développement, distribution et réception. Enfin, marketing et réception. Il faut remettre en cause toutes ces chaînes qui ont été définies par le Fordisme puis par le post-Fordisme. Ça suppose la mise en œuvre d'une politique industrielle nouvelle, en particulier par exemple capable de valoriser ce qu'on appelle l'externalité positive, puisque, pour prendre l'exemple célébrissime de Wikipédia, qui, comme le dit mon ami Yann Mounier-Boutan, produit de la pollinisation, je participe moi-même à cette pollinisation, comme beaucoup de gens, et j'en bénéficie énormément. Je me sens fécondé comme une fleur par tout ça, parce que je travaille avec Wikipédia au moins 1 heure tous les jours. Et si Wikipédia disparaissait, pour moi, ce serait une catastrophe, parce que c'est devenu un élément indispensable de mon travail intellectuel. C'est un secteur contributif, celui de centaines de milliers, voire des millions de gens tous les jours. Et il faut non pas le monétariser, c'est-à-dire qu'il est hors de question de le mettre sur le marché, mais il faut pouvoir le valoriser. Et pour ça, il faut repenser la fiscalité, par exemple. Donc il faut reconcevoir intégralement la comptabilité nationale, la fiscalité nationale, etc., pour valoriser ces processus. Il y a des choses à faire comme ça dans toutes sortes de domaines. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait quelque chose avec la Beaumédia à Orléans sur repenser la politique culturelle par rapport à une économie culturelle qui passerait par l'économie de la contribution. La culture aujourd'hui, ça devient extrêmement important dans le développement territorial, dans le développement économique. Et je dis bien la culture, je ne parle pas des industries culturelles. Bon, mais par exemple, puisqu'on parle de culturelle, les médias, ce qu'on appelle la presse, qui s'est un peu laissé manger par l'industrie culturelle, parce que maintenant la presse appartient à un groupe de communication. La presse, si elle veut se réinventer, elle doit réinventer une économie contributive de la presse. C'est ce que fait Mediapart, typiquement. C'est une manière de dire aussi que moi je ne suis pas forcément pour la gratuité absolue, parce que Mediapart fait payer, je trouve ça très normal. Ça ne me choque pas du tout. J'achète le journal Libération, j'achète le journal Mediapart. Et en même temps, ils mettent en place une économie de contribution. Le modèle de l'économie de contribution n'est pas nécessairement la gratuité. C'est la non-monopolisation des sources, qui est tout à fait autre chose. Voilà, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai passé mes 20 minutes, donc je m'arrête pour répondre à des questions, mais je ne vois pas s'afficher le chat. Et j'espère que... Voilà. Alors... Là, il faudrait répondre à ta vie, mais... Underscore, c'est ça? N'est-ce pas? Ça oui. Mais j'étais pas connecté là? Alors, comment on fait l'underscore là-dessus? Est-ce que c'est pas le cas avec moi? Non, c'est pas l'underscore ça. Mais ça va pas. Mais comme c'est pas mon clavier. Ça c'est bien là, pardon? Bon, je laisse faire parce que... Non, il manque la majuscule.
pas la rappeler, hein, parce qu'apparemment, il y a un problème. Si, ça y est. Non, parce que on était déconnecté du chat, donc en fait on a posé des questions. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Faut s'y recoller. Apparemment il y a plein de questions, mais vu qu'on a essayé de connecter deux autres comptes, on n'a pas vu. D'accord. Moi j'en ai déjà eu. Ouais. Vous parliez donc des liens avec l'économie sociale solidaire, notamment les AMAP. Et on sait qu'il y a des modèles comme les SCOP aussi, où justement il y a un partage des décisions, un partage économique, justement, donc c'est une sorte d'ouverture de l'économie sociale et solidaire à un modèle économique via notamment seulement à des petites structures sociales type insertion, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose dessus qui est en train de se construire au niveau des scopes de coopératives notamment et qui est vraiment en lien avec justement ce que je disais, je pense, au niveau de on doit repenser le modèle économique, on doit repenser les modes de production, les modes de gouvernance. C'est une réflexion. Ils entendent la question? Ouais, je pense. Ouais. Bon, bah, oui, moi je pense que les SCOP, moi j'ai fait partie du SCOP à une époque, mais un petit peu, les SCOP c'est évidemment un élément très important dans l'organisation du collectif de travail. C'est un élément très important c'est une brique fondamentale de l'économie de la contribution. Et qui se développe dans toutes sortes de secteurs, y compris, je connais beaucoup de cabinets de conseil qui font un SCOP. Et des petites entreprises aussi. Maintenant, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, pour moi, l'économie de la contribution, ça doit... une économie, c'est composé par un ensemble organique et systémique de fonctions. Donc, une économie, il y a l'économie de la micro-entreprise, il y a la microéconomie plus exactement, qui doit, par exemple, définir un petit peu les modèles internes de l'organisation de l'entreprise, etc. Mais il y a la macroéconomie. Aujourd'hui, il faut absolument que ce que nous appelons l'économie de la contribution et aussi l'économie sociale et solidaire se projette au niveau macroéconomique. Et que la SCOP, bon, c'est un modèle d'organisation en effet microéconomique qui me paraît très souvent très approprié à tout cela, mais en même temps, il faut qu'elle se pense dans un environnement global, industriel, dont elle est un élément avec d'autres organisations, d'autres SCOP ou pas d'autres SCOP. Mais que, vous voyez, parce que la tentation que je trouve très très souvent dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est de dire qu'on se replie sur le secteur social, justement. Mais tout est social pour moi.